Donc, je vous remercie d'être présents lors de cette première édition du Festival L'Île Noire 2015. Donc, à l'occasion de cette manifestation, la bibliothèque départementale accueille 3 visages familiers du polar français, donc qui touchent tous les publics. Je souhaite la bienvenue et je remercie chaleureusement donc, Daniel Thierry, Elena Piacentini et Marcus Malt, donc, qui nous font l'honneur de participer à cette rencontre. Donc, je vais démarrer cette aventure avec Daniel Thierry, notre grande dame de la littérature policière qui est née en Bourgogne. Daniel fut la première femme commissaire divisionnaire en France. Et en parallèle à sa vie professionnelle, donc Daniel, vous vous lancez dans l'écriture et vous signez votre premier polar en 1995, Mauvaise graine chez Lattès. C'est le dernier roman de policier de Daniel il s'intitule Dérapage et il est paru cette année, le 21 mai, chez Versilio. On y retrouve la commissaire Edwige Marion pour sa 11e aventure. Entre ces 2 polars, vous avez écrit plus d'une quinzaine de romans policiers adultes et jeunesse en version papier et numérique, ainsi que des documentaires comme Brie, Histoire d'une unité d'élite chez Jacob Duvernay en 2011 et Police judiciaire, 100 ans. Brigade de recherche intervention. Vous êtes également connue pour La petite fille de Marie Gare, édité chez Lafon en 1997. Ce roman a été adapté à la télévision pour les séries TV qui est numéro 1, qui retraçait les aventures d'une femme commissaire spécialiste des trains. Piacentini, j'espère que je prononce bien votre nom. Donc, non pas parce que vous êtes né à Bastia et que j'aime la Corse, hein, mais parce que je trouve que lorsqu'on vous lit, c'est une évidence pour moi que le polar est de la vraie littérature. Et puis de plus, vos romans portent un regard sur la société, enfin tous les 3, je peux le dire également, tous les 3. Elena, vous travaillez en entreprise et en même temps vous avez écrit 6 romans policiers et des nouvelles, dont une policière et scientifique, dans le recueil Laboratoire du Noir, aux nouvelles éditions Loubatière. Vous avez également participé à un recueil caritatif, Les auteurs du Noir face à la différence chez Gigal, en 2012. Et on trouve aussi des nouvelles au format numérique chez Ska. Vos romans parlent du monde réel dans lequel on vit, ils tendent vers la satire sociale avec un humour grinçant. Vous présentez des sujets de fond comme la dépression, le scandale des laboratoires pharmaceutiques, le milieu des affairistes. Vos personnages sont attachants, vous avez écrit vos 6 romans avec les mêmes personnages. Alors c'est pareil, n'avez-vous pas un sentiment de saturation ? Dans tous les cas, moi j'aime beaucoup, à chaque début de vos livres, votre présentation systématique des personnages. Ces rappels sont des repères solides pour la lecture. Marcus Malt, votre pseudonyme sonne comme les jazzmen Marcus Miller et Thelonious Monk. Vous vivez à la Seine-sur-Mer, dans le Var, vous y êtes né. Vous avez travaillé comme projectionniste, puis vous êtes devenu musicien avant de vous tourner vers l'écriture. Votre œuvre littéraire est très prolifique. Vos romans sont publiés en version papier et numérique, donc romans policiers, romans noirs, nouvelles, poésie, ouvrages pour la jeunesse, bande dessinée, lecture musicale. Donc vous faites partie des grands stylistes français. Ce matin, j'évoquerai très rapidement vos romans policiers et les photocopies derrière vous montrent que votre univers littéraire est nettement plus étendu. Marcus, votre écriture est très belle, recherchée et toujours juste. Ce que j'aime le plus chez vous, c'est le rapport entre la musique et l'écriture. Cette musicalité dans votre écriture se retrouve grâce au rythme, aux sonorités des mots, au sens des mots. Belle route à vous, Marcus. Un ou 3 veut commencer à répondre. Moi, je vais juste dire un mot des séries, des personnages de séries, parce que c'est toujours un petit peu encombrant. Un personnage, vous me reprochez à juste titre, d'ailleurs Agnès, d'avoir essayé de la tuer, Edwige Marion. Et c'était le projet d'ailleurs, hein, parce qu'elle ne devait pas finir le bouquin, elle devait mourir. Et puis, alors, sans vouloir évidemment faire de comparaison hasardeuse, me comparer au grand Conan Doyle, qui avait tué Sherlock Holmes.
et qui a été tellement mis à mal par ses lecteurs, qui ont fait des manifs sous ses fenêtres, hein, qui sont venus en nombre avec des pancartes, scandale, scandale, qu'il est obligé de le ressusciter. Évidemment, c'est un truc tiré par les cheveux, donc pour éviter d'en arriver là, moi je me suis dit, bon, mon éditeur m'a dit non, écoute, ça va quand même peut-être pas la faire mourir. Et puis, mais ça va loin parce que ça nous fait rire comme ça, mais ça va loin parce que les lecteurs vous abandonnent. Si vous abandonnez votre personnage, les lecteurs vous abandonnent. Et j'en veux pour preuve mes lecteurs allemands, parce que j'ai un gros lectorat allemand. Je suis traduite, on n'en a pas parlé de traduction, mais je suis moi traduite dans pas mal de langues, et notamment en Allemagne, où j'ai quasiment plus de lecteurs qu'en France. Et l'éditeur allemand a appelé en disant non, mais si elle meurt, nous, on ne signe pas de contrat. Ouais. Parce que les lecteurs sont attachés à Edwige Marion, il faut absolument qu'elle y soit, sinon c'est terminé. Ils sont terribles ces Allemands. Voilà. Et donc j'ai maintenu en vie. Du coup, ça a donné quand même un autre souffle au personnage, c'est vrai, parce qu'elle m'a permis de partir sur des chemins que je n'avais pas encore totalement explorés, avec l'histoire de cette maladie, les conséquences, les séquelles, etc. Enfin, pas de cette maladie, mais de cet accident. Et puis, mais néanmoins, quelqu'un avait dit un jour que les séries, il fallait les arrêter à 10, parce qu'après, au-delà, on a épuisé le filon, et ce n'est pas faux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elena, toi, par rapport à Léonie, tu n'es encore qu'à 6. Mais moi, je sais que le 11e, donc c'est avec des dérapages. Et ben voilà, je trouve que je m'ennuie un petit peu avec mon personnage. Donc il faut s'attendre quand même à ce que ce soit maintenant assez vite terminé. Voilà ce que je voulais dire des personnages de série. Et vous avez fait l'analyse de cet attachement du lecteur au personnage principal? Je pense que c'est un petit peu comme dans les séries télé, ce que vous recherchez dans la série policière. Parce que quand on analyse justement ça, on s'aperçoit que les gens s'attachent aux personnages et pas aux histoires qu'on leur raconte. Parce que les histoires, finalement, c'est à peu près toujours pareil, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est à peu près toujours les mêmes ingrédients. Mais en revanche, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'elle va avoir une histoire d'amour avec... Vous prenez des personnages assez improbables comme dans les séries comme Castle ou Le Mentaliste, et regardez comme elles terminent toutes. L'héroïne tombe amoureuse du mec qu'elle ne pouvait pas blairer au départ, hein, et c'est finalement ce que les gens attendent. Et ils attendent, c'est ça qui les intéresse, c'est d'entrer dans la vie de ce personnage et de voir comment il évolue et en fait de créer une espèce de... Parce que souvent on est identifié à nos personnages et les gens se fichent complètement de nous. D'ailleurs, en tant qu'auteur, de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. Est-ce qu'on a une vie d'ailleurs seulement, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps quand on n'est pas derrière nos claviers? On vient vous parler, c'est déjà presque une destruction du mythe en quelque sorte. L'auteur, c'est quelqu'un de totalement désincarné pour la plupart des gens. Alors que c'est le personnage qui va justement traduire cette... l'attachement, il est sur le personnage que nous avons créé et pas sur nous. Voilà. Je ne sais pas si... Par contre, les Maigret de Simenon, c'est l'antithèse de ce que vous dites, parce que Maigret il est inintéressant. Oui. Il a une femme, voilà, toujours classique, mais c'est l'ambiance par contre. Voilà. Alors Maigret, sinon, lui a travaillé plus sur des images sociales, des secteurs d'activité. Il plaçait ça, il a quand même, enfin, c'est pas un achoppement, c'était quand même le 36, quai des Orfèvres, avec le bureau. Bon, il y avait quand même principalement ça, et c'est vrai que la vie de Maigret, elle est complètement écartée là. Et des autres aussi, parce que c'est collaborateurs. Des fois ils changent. Mais le héros, il n'a pas besoin d'être super, d'avoir non, une super qualité. tout Chez à fait. Manga, le héros, je veux dire, non, il n'est pas particulièrement attachant, quoi. Non. Et moi, c'est pas non plus, c'est pas une héroïne bionique. Hein. Moi, j'ai créé quelqu'un qui est totalement dans le... Bon, d'ailleurs au départ, il y a une toute petite histoire, et après je passerai la parole à mes camarades, mais sur l'existence d'Edwige Marion. En réalité, moi je ne voulais pas faire de série. Je ne voulais pas entrer justement dans ce truc-là, mettre le doigt dans l'engrenage. Parce qu'avant de travailler sur le personnage d'Edwige Marion, j'ai écrit pour Quai numéro 1.
donc cette série qui se passait dans les trains, les gares, avec une héroïne qui avait emprunté, à qui j'avais prêté mes traits, ma personnalité, et puis mon adjoint, enfin tous les ingrédients, tout ce que je connaissais, je les avais mis là-dedans. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était très appauvrissant en termes de création. On est fort, déjà pour les séries, la télé, bon, on est très formaté. Il faut utiliser les décors qui sont prévus et pas les autres parce que sinon ça coûte de l'argent. Il faut utiliser tel comédien et tant de temps dans l'épisode parce que sinon, si vous en amenez un autre, vous dites non, mais attends, il n'y a pas de budget. Voilà, donc c'est quand même un petit peu frustrant. Et puis on finit à bout d'un moment par se dire, bah, on est quand même, voilà, on leur crée, regardez les personnages de série comme Navarro, tout ça. Ils ont une fille, à un moment donné, il y a des contraintes. La fille, elle grandit, qu'est-ce qu'on en fait Parce que autant dans un bouquin, on peut faire qu'elle a tout le temps 9 ans, mais à l'image, ça ne marche pas. Hein, on voit bien qu'elle grandit, qu'elle a les seins qui poussent. On ne peut pas dire qu'elle a 9 ans alors qu'elle en a 20. Quoi. Et donc, je me disais, non, pas de série parce que c'est beaucoup trop de contraintes et c'est trop enfermant. Et puis, j'ai écrit un livre avec Edwige Marion, donc le tout premier qui s'appelle Le sang du bourreau. Et là, pour éviter justement d'avoir cette tentation, je l'ai faite sans papa, sans maman, sans grands-parents, sans frère, sans sœur, sans rien. Pas de famille. Comme ce pauvre Armand. Et je me suis dit, au moins là, je suis tranquille. Et puis, donc ça, c'est juste parce que je voulais la montrer en scène avec les personnages de flics, quoi, enfin, dans le groupe de police criminelle dans lequel elle était, dont elle était le chef d'ailleurs. Et puis c'est tout, voilà. Elle avait un fiancé qui s'en va, qui disparaît à la fin du livre, comme ça, je suis tranquille, il se barre et on n'en parle plus. Et puis, sauf que le personnage a plu, les lecteurs l'éditeur m'a dit non, tu peux pas la lâcher, il faut la remettre en scène. Voilà. Et donc il est arrivé un moment où Origine inconnue s'est imposée, parce qu'il fallait quand même que j'explique pourquoi ce personnage, qui vivait une vie un peu débridée, sentimentalement elle changeait de mec à chaque livre, elle s'attachait pas, elle voulait adopter une petite fille, donc il fallait quand même aussi qu'à un moment donné, cette femme qui va être mère, même si c'est adoptive, se pose des questions sur sa vie, qu'elle nous en parle. Donc c'était Origine inconnue qui était un livre de transition. Voilà. Et puis à Crime de scène, j'en avais marre et je voulais la tuer. Mais toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est très encombrant. Il faut toujours user d'artifices pour qu'elle n'ait pas sa fille dans les pattes. Pour pouvoir être tranquille, mener une enquête un peu à la One Again, là, et là, donc voilà, il faut toujours trouver des astuces pour que ça ne devienne pas, pour l'auteur, hein, j'entends, je parle de moi, pour l'auteur, ça ne devienne pas complètement chiant, pour dire le mot, voilà. Alors que le lecteur, lui, il ne cesse d'en redemander. C'est le grand paradoxe de la série. Merci Daniel. Alors, je sais pas, Elena, Marcus. Sur les séries, puisque bon, non, moi pour l'instant j'en ai pas marre. Alors effectivement, ça peut être un peu pénible. Tu as parlé au début de représenter les personnages. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours la crainte, quand je représente, d'ennuyer le lecteur fidèle qui suit depuis le début en disant bah oui, à chaque fois il faut effectivement redonner un petit peu les traits saillants, le situer en quelques phrases, quoi. Et là c'est plutôt le travail de l'éditeur qui dit non, là tu en dis pas assez et il faut que tu en dises un petit peu plus, parce que paradoxalement, alors que nous des fois ça nous ennuie de réécrire, ou en tout cas moi j'ai peur d'ennuyer, le lecteur apparemment aime bien ça. Et par rapport à cet aspect attachement à des séries, à un univers, je pense qu'il y a un petit peu un petit côté familial, quoi. Ça fait partie d'une famille qu'on aime bien retrouver. Alors comment moi je m'y prends pour ne pas avoir cet effet de lassitude ou l'impression de refaire la même chose? Moi je travaille sur les personnages secondaires, c'est-à-dire que à chaque fois que je commence une histoire, j'ai une intention, qui a un sujet de fond que j'ai envie de traiter. Et ce sujet de fond, il va être porté
par des personnages que je vais mettre dans un système qui dysfonctionne. Dans Carrière Noire, c'est l'ambition, les petites gens versus les gens qui sont au dernier barreau de l'échelle. Dans Le Cimetière des Chimères, c'est des arnaqueurs, des patrons d'entreprise, des réseaux. Et dans le troisième, c'est tout ce qui est autour du business des médicaments. Et donc, c'est des personnages qui sont secondaires, mais en réalité, c'est les personnages principaux de chaque intrigue, qui, eux, vont être mis dans un système qui dysfonctionne, qui va les dépasser. Et mes héros, parce qu'il n'est pas seul, ils sont aussi une famille, ça va être à travers eux que je vais pouvoir explorer ce sujet-là. Et donc en donnant de la chair, de la vie, en faisant s'incarner ces personnages secondaires, moi ça me permet de travailler autre chose et de ne pas avoir cet effet de lassitude. Donc voilà, bon, maintenant peut-être qu'au 10e, ça sera plus compliqué, mais c'est vrai que j'ai fait une promesse. Alors, c'est tous des personnages de fiction, sauf un qui est effectivement Mémé Angèle, qui est ma grand-mère. Il se trouve que j'avais écrit le premier qui s'appelle Un corps à l'île, juste pour répondre, pour relever un défi. J'étais enceinte de ma deuxième fille et puis on déménageait, et puis c'est mon mari qui faisait les cartons, parce que, voilà. Et quand il a vu le volume en mètres cubes que ça faisait les bouquins, là il a bien mesuré ce à quoi ça correspondait, puis il m'a dit mais c'est juste plus possible, je vais te faire interdire, comme certains dans les casinos, de librairie. Et puis il dit bah, t'as qu'à en écrire des livres comme ça, tu passeras moins de temps dans les librairies. Et puis bah ok, bah, j'ai dit chiche. Et donc je me suis mise à écrire le premier. Bon, c'est vrai que j'ai toujours écrit, mais j'écrivais de la poésie, des nouvelles, et puis la poésie, bon pour moi c'est un truc très intime. J'avais eu une expérience de publication dont je n'avais pas gardé d'excellents souvenirs. Et voilà, je m'y suis mise. Et je ne cherchais pas forcément à me faire éditer. Enfin, j'avais acheté un petit bouquin, ça s'appelait Comment se faire éditer. Voilà, je m'étais dit... à l'issue de ça, pour en faire un résumé, je m'étais dit, bon, tu connais personne sur Paris, tu n'es pas femme de journaliste, tu ne connais pas d'homme politique, tu n'as pas divorcé d'un homme politique célèbre, tu ne connais pas d'animateur de télévision, ça risque d'être quand même assez compliqué. Et puis il se trouve que quand même je continuais à aller dans les librairies, et en allant dans une librairie à Lille, j'ai vu qu'il y avait cette collection dont la ligne éditoriale était simple, il fallait que tout ou partie de l'action se passe dans le Nord. Et bon, cette année-là était une année très spéciale dans ma famille pour plein de raisons. Et moi, j'ai toujours été élevée par ma grand-mère. Je disais à Valérie ce matin que quand j'avais peur, t'as changé de place. C'était pour voir si je suivais, c'est ça. J'ai dormi chez elle, elle a un lit bateau, et j'ai dit ça me rappelait le lit bateau de ma grand-mère dans lequel je venais m'inviter la nuit quand j'avais peur des monstres, etc. Et j'ai senti que cette année-là, ma grand-mère, c'était sa dernière année. Voilà, ça s'explique pas, mais... Et donc je me suis dit ça serait un chouette cadeau que de trouver un éditeur pour ce livre et qu'elle se voit mise en scène. Voilà, sachant que ma grand-mère c'était une femme qui est l'aînée d'une fratrie de familles recomposées, ça arrivait à 12, qui a appris à lire et à écrire le français à l'école corse. Qui était capable de réciter des pans entiers de la légende des siècles de Victor Hugo, dont on avait gardé des souvenirs, c'était incroyable, et qui a dû quitter l'école à 9 ans, et qui a eu 2 regrets dans sa vie. Je me disais, mais si tu devais changer ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Elle a dit, plus d'études, plus de voyages et moins d'enfants. Oui. Et voilà, et c'est comme ça que le premier est paru. Et voilà, elle a pu se lire, se voir en scène, parce que je ne l'ai vraiment pas retouché, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit dans sa manière de parler. Et c'est le seul élément sur lequel j'ai dit à mes lecteurs qui me suivent, peut-être il arrivera des choses à Léon, peut-être il arrivera des choses à Eliane, mais une chose est sûre, c'est que je ne toucherai jamais à Mémé Angèle
Même s'il y a une explosion nucléaire, s'il doit y avoir un être humain qui restera sur Terre, c'est pas elle. C'est clair. Elle est déjà morte une fois. Donc, pour moi, quand j'écris des passages, elle est vraiment à côté de moi, quoi. Et c'est vraiment un bonheur d'écrire les passages quand elle est là. Par contre, je n'arrive pas à les relire. Mais à les écrire, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Alors, toujours sur les séries. Moi, le peut problème ne être, se pose pas vraiment, en fait. C'est vrai que les 2 premiers romans que j'ai écrits ont le même personnage principal, enfin les mêmes personnages principaux, donc Mister et Bob. J'étais pas du tout parti pour faire une série, et puis dès le 3e, je suis parti dans carrément autre chose. Comme je pense que pas grand monde avait lu les 2 premiers, personne n'est venu manifester sous ma fenêtre. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des tas d'autres choses différentes, et effectivement, 15 ans plus tard, en fait, j'ai eu envie, pour certaines raisons, de retrouver ces personnages-là. Et donc ça a donné les harmoniques. Voilà. Mais non, moi, les séries, ça ne m'attire pas des masses, en fait. C'est vrai que j'ai un peu peur de ce que tu disais, de ce côté un peu... Mais je pense, si je peux me permettre, que tu n'aurais pas dû céder. J'aurais pas dit que c'était Après, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... C'est pas mon genre autant, mais c'est vrai. J'avoue. Ouais. Voilà. Quelqu'un dans la salle a des questions en particulier? Moi, je voudrais demander à ces dames comment elles réussissaient à écrire avec un métier, les enfants et le ménage, les courses. Pourquoi pas Marcus? Moi, j'ai pas de métier, pas d'enfant, et tout ça. C'est pas la même chose. Parce que j'ai découvert que les femmes, maintenant oui, mais quand j'étais plus jeune, les femmes n'écrivaient pas, elles n'avaient pas le temps. Et elles ne commençaient qu'à partir de 50 ans, à l'âge où les enfants étaient élevés, alors que les hommes, eux, arrivaient à écrire plus facilement. Je ne suis pas sûre. Nous parlions ce matin des séries noires. Et ce n'était pas que les femmes n'écrivaient pas, c'était qu'on ne voulait pas publier des femmes dans le polar, j'entends. Bah, peut-être. Et donc la plupart des femmes, il y en a beaucoup qui ont écrit, notamment une que peut-être vous connaissez qui s'appelle Janine Boissard. Oui, On n'est pas du tout connue comme écrivain de polar, qui est plutôt la littérature populaire, sentimentalo. Et son premier livre, ses premiers livres, c'était des séries noires, mais sous pseudo. On la publiait sous un pseudo masculin. Donc, vous voyez que déjà, les choses ne sont pas tout à fait aussi tranchées qu'on peut l'imaginer. Bon. Moi, j'aurais presque dit l'inverse, parce que les femmes au foyer avaient peut-être plus de temps pour... Et la deuxième chose, vous avez parlé aussi que quand vous écriviez, vous avez parlé de vos lecteurs. Vous écrivez en pensant à vos lecteurs ou vous écrivez en pensant à vos personnages? Vous vivez avec vos personnages et des fois vous vous dites, ça aussi c'est pour Marcus aussi, est-ce que mes lecteurs vont apprécier ou pas? Est-ce que vous pensez aux lecteurs en écrivant ou qu'à la fin? Alors moi, pas du tout. Et même je me l'interdis parce que l'écriture, c'est mon espace de liberté. Parce que derrière les lecteurs, il y a l'éditeur. Qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. D'ailleurs, bon, moi, quand j'ai publié le premier, je me suis dit, en termes de marketing, Flic Corse à Lille, c'est juste du suicide, quoi. Qui va s'intéresser, avec une grand-mère dans le lot, qui va pouvoir s'intéresser à ça? Non, alors vraiment, mais quand ils nous posent des questions, on leur répond, enfin, sur non, mais ça c'est après, mais pendant l'écriture. Non, moi pas du tout. Moi je pense à mes personnages. C'est même pas que j'y pense, c'est qu'ils sont à côté, je les entends parler, je les vois bouger. Oui, ça j'imagine. Et il y a que qui m'intéresse. Le lecteur, c'est pas ce qui me guide, quoi. Alors moi je n'y pense pas non plus, sauf que, pour revenir encore au truc de la série, c'est qu'à un moment donné, quand le personnage, vous ne pouvez pas leur laver le cerveau à la fin du bouquin, enfin d'un livre. Donc il faut évidemment que
c'est nécessairement que ce qui va leur arriver dans les épisodes suivants va être marqué parce qu'il est arrivé avant. Donc vous imaginez un lecteur qui va dire « Oh là là, il faut que je commence par le premier » quand vous arrivez à 10 ou 11 pour comprendre ce qui s'est passé. Donc on est un petit peu dans ce cas-là obligé de penser au lecteur qui lui va être paumé si on fait allusion. Voilà. Moi c'est le Pour seul faire une moment, trame différente, voilà. pas une trame, mais c'est le seul moment où je me dis bon là peut-être qu'il faut que je donne un petit éclairage, je mette une phrase ou un petit renvoi en bas de page en disant c'est dans tel bouquin. Et il faut de préférence éviter de faire ça quand même parce que là du coup le lecteur va dire oh là, mais j'en ai raté tellement en cours de route que c'est même pas la peine que je continue, quoi. Voilà. Et c'est le seul moment où j'ai une petite pensée pour ce lecteur. Mais sinon, non, parce que en plus dans le roman, ça doit rester ce que dit Elena, c'est-à-dire vraiment l'espace de liberté, parce que c'est le seul endroit où on est tout seul, on est complètement face à soi-même, avec son clavier et ses personnages. Et on peut pas écrire en se projetant sur ce que les gens vont aimer ou pas, parce que vous allez aimer, puis madame ne va pas aimer, donc comment on va faire? On peut pas... voilà, il faut rester dans la ligne qu'on se fixe avec eux, et puis Oui, c'est tout, quoi. vous avez une plus grande liberté que les séries télé, où justement on ne pense qu'aux spectateurs. Exactement. En fait. Non, au consommateur. Au consommateur. Mais non, on ne pense qu'à l'audience qu'on va faire, et si on fait un truc... Et pour faire de l'audience, il faut avoir Voilà. telle et telle chose Si à telle vous minute. écrivez pour France 3, Faut vous faire du n'écrivez yaourt pas... sans goût. Vous n'écrivez pas comme pour TF1, et si vous avez la chance d'écrire pour... Mais bien sûr, pour Arte, c'est encore autre chose. Et c'est aussi très important à l'issue, parce que vous ne gagnez pas non plus les mêmes choses. Parce que plus vous avez de téléspectateurs, et plus vous gagnez d'argent. Et c'est comme ça. Donc là, c'est l'inverse, c'est totalement l'inverse du livre. C'est de la consommation pure et simple. Absolument. Donc c'est très appauvrissant sur le plan intellectuel, mais c'est très enrichissant pour le porte-monnaie. Oui, mais des fois, il faut. Alors après, chacun fait son choix, chacun fait ses choix. Mais Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Donc Ouais, tout c'est d'être exactement. clair sur ce à quoi on dit oui. et d'ailleurs, il y ce à quoi on a dit non. d'excellents auteurs, de polar qui ont été récupérés par la télé, enfin, polar ou d'autres choses, mais depuis le polar, j'en connais quelques-uns, qui ont été récupérés par la télé, qui ne font plus que de la télé au kilomètre, et voilà, avec des équipes de scénaristes. Il y en a. Voilà, sur des séries dont il y a beaucoup à dire, ou pas grand-chose justement. Hein. Et du coup, la littérature a perdu en route ces gens-là, parce que maintenant ils ont une maison au Cap Ferret, ils ont des bateaux, et la littérature ne les intéresse pas, parce que la littérature ne nous enrichit pas, on est bien d'accord. Hélas. Voilà. Même si on nous dit, moi j'ai vendu 200 000 exemplaires du prix du Quai des Orfèvres, qui est un livre à 8,50 € ou 80 €, donc je vois un peu ce que ça peut me rapporter, sachant que les pourcentages sont extrêmement faibles, et notamment dans le poche. Je dis ça en passant, pour qu'on n'imagine pas surtout que la littérature... Pardonnez, je vais vous couper un petit peu pour peut-être donner la parole à Marcus. Mais Marcus, Ou sur les personnages, ou sur un autre thème. Sur quoi? On peut aborder un autre thème. Si je la musique. dis par exemple... Ah voilà, j'avais une question sur le numérique. Que pensez-vous de la diffusion numérique de vos ouvrages? Je n'en pense à rien. La copie, c'est comme en musique, c'est comment on va pirater, on va télécharger, ça peut être pour de la musique dans ce sens-là, non? Ouais, bon. Je vois qu'Elena, elle a des choses à dire peut-être là-dessus sur le Non, numérique. je vais laisser ou le Non, Ça pense à rien. je sais pas, non, c'est peut-être bien pour... Mais je pense qu'on fait tout un plat du numérique, mais en réalité, d'après ce que j'ai compris, pour l'instant en France, le numérique, c'est quand même une toute petite partie des trucs. Quand je vois les résultats de vente numérique de mes bouquins, quand ça dépasse 20 exemplaires, c'est super. Donc, Tous les trois. Alors moi ça va, le numérique, on vous demande pour moi, c'est autorisation complémentaire. On vous demande autorisation d'être éditeur numérique ou pas? bien sûr. On c'est signe parti du contrat. un contrat. On signe un contrat Ah, d'accord. spécifique. Alors, je suis désolée de reprendre la parole, je t'en prie, Marcus, moi mais je préfère vous écouter de toute façon. moi
il se trouve que, je sais pas, Elena t'en vend un peu, mais moi j'en vends énormément. Aujourd'hui, mes ventes numériques, c'est 2 fois plus important que les ventes papier. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et il se trouve que j'ai rencontré sur ma route, quand j'ai eu le prix du Quai des Orfèvres, j'ai rencontré sur ma route une éditrice, qui est maintenant mon éditrice, Versilio, la patronne des éditions Versilio, qui est une femme qui, bon, c'est une anglaise, donc ils sont toujours très en avance sur tout ça. Elle a un bureau à New York, donc elle travaille beaucoup avec les Américains, elle travaille beaucoup sur les traductions, les marchés internationaux. Et elle m'a dit, il faut qu'on fasse des livres en numérique. Et elle a commencé comme ça, mais ce sont des dizaines de milliers de livres, je vous assure. Hein. Numérique, alors évidemment, c'est des prix qui sont très inférieurs au prix du papier. 100%. Mais moi, j'en vends beaucoup. D'ailleurs, les livres jeunesse, le Caliel, voilà, les 3 coups de minuit, les éditions Syros m'ont recontacté là, en début d'année. C'est un livre qui a été décommercialisé, qui n'est plus au catalogue Syros, 3 coups de minuit. Et la directrice des éditions Syros m'appelle un jour en me disant « Où vous en êtes de vos projets de littérature jeunesse ?» Je dis « J'en ai pas, parce que j'ai 2 livres chez vous, et ils sont plus au catalogue, et vous ne m'avez pas recontacté. » Elle me dit « Je vous rappelle parce que vous êtes la meilleure vendeuse de livres numériques de la maison Syros. » Un livre qui n'est plus vendu en librairie et qui se vend. Alors c'est pas des milliers d'exemplaires, mais quand même. Voilà, donc contrairement à ce que. Donc les enfants lisent sur le numérique alors aussi. Les enfants lisent sur le numérique, bien sûr. Les enfants. Ouais. Moi j'ai des petits enfants qui sont justement la tranche d'âge visée, qui ont 10 ans, 12 ans, et quand je leur dis tu préfères le lire sur le papier ou sur la tablette? Oh ben sur la tablette. Ah, voilà. Et là ils ont un objet qui est de leur génération, qui est de leur âge, entre les mains. Mais l'un ne va pas remplacer l'autre, c'est complémentaire. Moi j'en vends autant numérique qu'en papier. Alors comme la maison d'édition est petite et récente, l'avantage que j'y vois, c'est que sur un catalogue de présentation immatériel, je ne suis pas polluée par la tête de gondole. C'est-à-dire qu'en gros, le livre, c'était une œuvre culturelle il y a 100 ans, c'est devenu une œuvre, un produit culturel, un produit tout court. C'est un produit, non? Et un produit qui est soumis aux lois du marché. Et la loi du marché, elle est régie par les grands nombres et par le volume. Et plus ça va, alors c'est bizarre parce qu'on est dans un monde où on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Et ce qui est le plus important, c'est pas l'information, mais c'est comment la trier. Et on n'a jamais eu autant de moyens de diffuser des œuvres, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de concentration des œuvres. C'est-à-dire que vous allez dans petite librairie ici de 5000 habitants, le Super, le Leclerc, la Fnac, vous avez exactement visuellement la même offre. La même offre qui est régie par le volume. C'est-à-dire que, comme en période de Pâques, vous ne pouvez pas échapper à la tête de gondole des œufs Kinder, quand il y a la sortie du Chatham ou du Musso ou du Lévy, vous ne pouvez pas échapper à la pile de Lévy. Et donc, le numérique permet au moins il peut pas faire sa petite. Ils peuvent pas faire leur pile sur le catalogue. Ça, parce que si tu vas, je sais pas, si tu tapes Amazon ou je sais pas quoi, les trucs qui apparaissent, c'est quand même. Pareil. Pareil. Oui, non, mais si on tape les meilleures ventes, évidemment, c'est toujours les mêmes qui vont apparaître. Mais en même temps, parce que ceux qui vont t'acheter toi, excuse-moi, mais c'est ceux qui ont envie de t'acheter toi, qui te connaissent, qui ont entendu parler, et qui vont aller. Comment on vous trouve? Finalement, c'est la même chose qu'en librairie. Ceux qui vont aller t'acheter toi en librairie, c'est ceux qui ont entendu parler, effectivement, qui vont passer derrière les têtes de gondole. Oui, sauf que si justement tu vas taper Elena Psentini ou Marcus Matt, tu vas voir toute l'offre existante. Alors tu vas me dire que c'est pareil pour le papier, mais sur Amazon, on a tout le. Voilà. Sauf, puisqu'on fait le parallèle entre le numérique et la librairie, allons dans les librairies et montrez-moi dans les librairies des livres de Marcus Matt, des livres de Daniel Thierry, des livres d'Elena Psentini. Des fois, il faut quand même chercher, on en trouve un vaguement, et on dit
vous voulez quoi? Celui-là, ah non, il faut 8 jours pour l'avoir. Je prends le Musso, ou je prends le Lévy, ou je prends l'autre qui est là, à ma portée, le Pandémia de Tillier. Là, aujourd'hui, toutes les têtes de gondole, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on trouve? Mais des fois, tu as des diffuseurs qui font des promos. Qui proposent des promos, les deux pour un. Et donc là, ils vont taper tous leurs fichiers. Et donc, tu vas toucher des gens que tu n'aurais pas touché autrement, qui ne connaissent pas. Après, il y a des moteurs de recherche, effectivement, sur le thème qui peuvent te faire apparaître. Et tu as plus de chances de toucher du monde. De fait, voilà. Donc, l'avantage pour une petite maison, c'est ça. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a 3 semaines, on s'est rendu compte. Moi, tous mes livres sont piratés. Et ils sont sur une plateforme de téléchargement au Panama. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, je regarde parce que les 3 premiers sont plus édités. J'ai récupéré les droits. Ils seront réédités un jour, mais je ne sais pas sous quelle forme. Alors je vois les 3 premiers, bon, je m'y attendais un petit peu, mais surtout je vois les 3 derniers. Ah, ça fait un peu les boules quand même. Alors moi, on pourra en discuter longtemps, mais je me suis intéressée à ça et on m'a dit que c'était vraiment très, très résiduel, quoi. Que c'était pas très... le piratage, Non, mais bon, c'est sur le principe. L'avantage du numérique aussi, quand même, il faut le dire, c'est que justement, déjà on va à sa librairie, on cherche le livre, quand on ne le trouve pas, on va le commander, on l'aura peut-être dans 8 jours, si tout va bien. Le numérique, on clique, hop, on paye, il est chargé en ligne. Voilà. Et on peut le lire tout de suite. On peut partir en vacances avec 15, 20 bouquins sur sa liseuse, alors qu'il faut une valise, n'est-ce pas, spécifique, si on entend des livres papier. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui... Et puis le prix aussi, le prix. Parce qu'un bouquin... c'est un tournant pour nous aussi en bibliothécaire, ce passage au numérique. Un bouquin qui vaut, qu'on achète, on télécharge à 4 €, 90 ou 8 €. Moi, pour les polars, c'est quelque chose qui je trouve ça... surtout quand il y a des personnages partout et qu'il faut revenir en arrière, et je me dis, mais mince, je sais visuellement ou c'est physiquement. Et c'est vrai que pour ça, le numérique, ça me... Oui. Ah, je suis assez... c'est la prochaine génération qui va décider. Oui, voilà, ouais, probablement. Mais le livre disparaîtra pas. Le livre, il sera là pour les salons, pour les signatures, pour les gens qui veulent des dédicaces. C'est sûr que dédicacer il faut un visuel aussi quand même. De toute façon, vous êtes quand même édité en visuel, en livre, avant d'être édité en numérique en général. Je ne sais pas Marcus, mais quand le livre il sort, c'est là qu'il existe. C'est quand tu le vois en objet. Moi, je ne suis pas du tout numérique, donc c'est pas un réflexe que j'ai, je ne sais même pas comment ça marche en fait. Donc, mais je suis... Toi, t'es l'aîné, mais en fait, c'est moi dans la tête, c'est moi la vieille. C'est moi qui suis cybernétique. Mais moi, je ne suis pas si sûr que ça que le livre disparaîtra pas, par contre. Ouais. Et vous avec, hein, bien, voilà. Votre métier va Pensez changer. à votre reconversion déjà. On sera passé Ah oui, non, j'ai entendu un petit mot d'un ministre qui disait que les emplois à vie dans les médiathèques par rapport au numérique, Non, mais ça, après... Mais nous, on est un avantage pour vous, Tout parce ça que à vous cause voyez, de Daniel Thierry. l'avantage, c'est que quand on veut lire du Marcus Mall, du Daniel Thierry, et vous venez en bibliothèque, on vous a. Oui. Donc, c'est sûr que... Non, mais là, dans 10 ans, on verra nos avatars. Ce n'est pas moi, c'est mon hologramme. Moi, j'aurais une question à vous poser sur votre rapport avec votre éditeur. Quand vous écrivez, donc vous avez fini votre livre, comment ça se passe avec votre éditeur? Est-ce qu'il y a beaucoup de corrections? Est-ce qu'on vous demande de faire beaucoup de corrections ou pas? Voilà. Si vous pouvez nous éclairer sur ça. Sur la façon dont ça se passe. Vas-y, Marcus. Tu n'y échapperas pas. Alors ça dépend des éditeurs déjà, puisqu'on n'a pas forcément un éditeur, mais plusieurs. Normalement, un éditeur, à mes yeux en tout cas, est là pour faire en sorte que le livre soit le meilleur possible. Le meilleur en qualité.
donc j'aime les éditeurs qui font vraiment ce métier-là, ce boulot-là, qui lisent vraiment avec attention, qui éventuellement peuvent faire des remarques. Mais je parle bien de qualité littéraire, hein, parce qu'il y a deux choses. Encore une fois, il y a la qualité littéraire, puis il y a le commerce. Oui. Ce qui ne va pas toujours bien ensemble. Voilà. Donc, moi j'ai la chance de travailler plutôt avec des éditeurs qui sont dans cet esprit-là aussi. Donc voilà, quand j'ai terminé le livre, je leur envoie et ils me font éventuellement des remarques sur certains passages ou certaines choses. En règle générale, jusqu'à présent en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à... Enfin, on ne me demande pas de changer grand-chose. Mais ça peut arriver. Si je pense qu'ils ont raison, je vais travailler dans leur sens. Si je pense que c'est moi qui ai raison, je vais tâcher de les convaincre. Voilà, en gros, ça se passe comme ça. Et au niveau des titres, c'est vous qui les choisissez ou on vous les impose Alors, je ne sais pas si c'est tout le monde pareil, mais contractuellement, l'éditeur a le droit d'imposer un titre. En règle générale, c'est quand même moi qui ai... Une seule fois, on m'a imposé un titre que je ne voulais pas. Du coup, j'ai plus jamais travaillé avec cet éditeur. Ouais, je suis un peu... Bref, c'est pas la seule raison, mais... Sinon, voilà, après, parfois, on en discute. Des fois, je suis pas sûr effectivement qu'il n'y aurait pas quelque chose de mieux, mais que j'ai pas trouvé. Et donc, ils peuvent me faire des propositions aussi. Et si je trouve que c'est quelque chose de bien, ben, on le prend. Voilà, moi, c'est pareil. Je veux que le texte soit la meilleure qualité possible. Donc... Alors, le titre, il vous vient quand vous avez fini d'écrire ou au début? N'importe quand? Ça peut être au début, au milieu, à la fin. Jamais. Ouais. D'ailleurs, on dit que quand on n'a pas un titre facile pour un bouquin évident, que le livre aura du mal. Ah oui. Le livre aura des problèmes. Mais bon, moi, ça m'est arrivé une fois que l'éditeur me demande de changer le titre, c'était pour le premier. Donc là, j'ai dit oui, parce que je me suis dit... Enfin, je ne connaissais pas les règles du jeu. Bon, il m'a expliqué pourquoi. Hein. Mon titre, c'était pas Mauvaise Graine, c'était Jeune homme cherche maman. Voilà. Et moi, je trouvais que c'était bien. Et lui m'a dit oui, mais il y a déjà un film, jeune fille cherche. Voilà, jeune homme. C'était pas typé, quoi. C'était pas assez typé, ça faisait pas assez polar. Ça faisait pas assez. Bon, après, moi, tous les autres titres, c'est moi qui les ai trouvés. Mais parfois, comme ça vient pas. Puis, subitement, schlac, il y a un truc. Je sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué. Et puis on a travaillé, je crois que c'est une activité dans laquelle il faut rester humble et modeste. C'est-à-dire que... Et puis quand on arrive à la fin d'un bouquin, quand même, on est tout seul, tout le temps, hein, tout du long. On s'est relu, on a repris, même si Elena ne relit pas les passages de Mémé Angèle, on relit quand même, bon, pour attention, parce que c'est de l'intrigue, c'est un polar, c'est quand même une construction particulière. Il y a quelques règles du jeu quand même à respecter. Il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut en tout cas, bon, il y a quelques ingrédients quand même qui sont nécessaires. Donc il arrive un moment peut-être où, à force de se relire, ben, on a la musicalité de nos propres mots dans la tête et on ne voit plus objectivement les défauts, les problèmes. Je parle de la forme là, hein, parce que moi je m'attache d'abord à l'intrigue, à monter le scénario, quoi, à monter tout le bazar. Et après quand j'écris, je laisse couler. Hein. Encore une fois, je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais Simenon disait que lui s'en foutait de l'écriture, il ne se relisait jamais. Il écrivait un livre en 15 jours. Et après, c'est son éditeur qui se coltinait les problèmes de forme. Hein. Parce que lui disait que l'écriture n'avait pas d'importance, ce qui comptait, c'était le mouvement, qu'il fallait avancer. Donc moi, je m'efforce un petit peu de faire ça aussi, pour ne pas perdre ce rythme, qui est important quand même, du polar, en route. Voilà. Après, quand on a relu et re-relu, on ne sait plus ce qu'on relit. Donc il faut quand même l'œil extérieur. Donc une fois validé la partie fond, construction, l'intrigue tient, tout le monde a compris, après on travaille la forme. Et là, moi, bon, c'est quand même,
c'est du temps. C'est du temps. Avec une personne, il faut avoir confiance en elle. Il faut qu'elle soit... que ce soit... Je me suis trouvée une fois avec on appelle ça une préparatrice, hein, enfin un préparateur, éditeur, quoi, qui sortait de la Sorbonne et qui était académique. Donc un jour j'ai dit stop, il faut arrêter. Je ne sais plus quelle expression j'avais utilisée. Elle avait dit non, 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 on ne dit pas ça. J'avais dit une panthère dans un panier à chat, elle tournait en rond comme une panthère dans un panier à chat. Elle me dit non, 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 on dit un lion en cage. Je dis mais un lion en cage, je m'en fous, moi. Mon expression à moi, c'est celle-là. On dit un lion en cage. Voilà, donc si vous voulez, il faut être en confiance avec la personne, il faut qu'elle vous suive. Comme dit Marcus, elle propose des fois, peut-être cette tournure. Ils sont quand même là aussi pour travailler sur les répétitions, parce qu'on peut des fois être un peu redondant. D'un chapitre à l'autre, il y a un truc, bah attends, ça je l'ai déjà lu. Bon, quand je lis un bouquin qui se présente comme ça, je me dis, mais j'ai déjà lu ça à la page. Et des fois, j'ai dit à des auteurs, regarde, quand même, là tu me mets une phrase. Il sentit la terre s'écrouler sous ses pieds. Et à la page suivante, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est pareil. On peut pas admettre ça. Mais moi, il n'y a pas beaucoup de travail parce que tout ça, je le fais moi. Parce que toi, tu le fais. Je suis et parce que toi, tu es un très bon auteur. Non, non. non, mais ah oui, oui, tu as raison. J'ai raison. Non, mais... parce que naturellement, tu as Elena, elle a aussi cette qualité, qualité littéraire que vous les avez d'emblée. Tu as un style, toi aussi. Peut-être que d'autres, je ne me mets pas en question parce que je ne sais pas, je suis incapable de m'auto-analyser. Mais il y a des auteurs qui ont certainement des qualités de narratrice, qui ont des histoires à raconter, mais qui écrivent quand même avec les pieds et pour lesquels il y a énormément de travail. Et même avec beaucoup de travail, on n'arrive jamais à un résultat complètement satisfaisant. Je pense que c'est une démarche un peu différente par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, effectivement, comme tu viens de dire, tu pars du fond et tu vas vers la forme, alors que moi, je fais l'inverse. Je pars de la forme et le fond vient après. Donc, forcément, je suis obligé, d'une certaine manière, de faire attention vraiment de près à ce que j'écris pour que le reste suive. Sinon, ça ne marche pas. Et toi ? Moi, j'ai pas une construction carrée dans ma tête de ce qui va se passer. J'ai des personnages qui se parlent et une intention. Et je considère que chaque chapitre, ça doit être un univers en soi. C'est-à-dire qu'il doit se tenir, quoi, ce chapitre en lui-même. Donc, je dois être dedans. C'est-à-dire que quand je suis en train de l'écrire, voilà, je dois tout avoir. La lumière, tout ce qu'il y a autour, la sensation du personnage. Et donc, des fois, je peux passer 3 jours sur un chapitre parce qu'il y a une phrase qui ne va pas. Donc, je travaille avec un dictionnaire des synonymes pour éviter qu'il y ait ces répétitions. À la fin, je regarde combien de fois j'ai mis le mot... regard, œil, parce que quand on veut décrire les sensations d'une personne, qu'est-ce qu'on a ? On a ses mains, ses pieds, finalement, main et pied, quoi, hein, il n'y a pas 36 000 trucs, et donc à chaque fois il faut trouver une manière pour ne pas toujours, pour le décrire, sans qu'il y ait d'abord pour soi un phénomène de lassitude, et puis aussi pour que ça crée un élément de surprise aussi pour le lecteur et analyste. Donc moi je bosse avec quelqu'un, alors quand vous m'avez posé la question, est-ce que vous pensez au lecteur ? Non, mais en fait j'en ai une à laquelle j'envoie mes chapitres un par un, où je lui pose juste une question, est-ce que tu me suis toujours ? Est-ce que tu as encore envie de lire le suivant ? C'est tout ce que je lui demande. Et après, avec l'éditrice, c'est vrai que on peut faire les corrections en 3-4 jours, quoi. C'est des petits trucs sur lesquels moi j'ai plus de recul. Il, elle, quand est-ce qu'on doit mettre le prénom, tu vois, des choses comme ça. Parce que quand on a relu un texte
40 000 fois, il y a des fois des chapitres. Alors déjà, on les voit connaît même par cœur. plus les fautes qu'il y a dessus, parce que on les lit tels qu'ils devraient s'écrire et pas tels qu'ils s'impriment. Et surtout, on n'a plus ce recul-là, et des fois, juste elle va mettre le prénom, mettre une périphrase pour désigner le personnage, et hop, ça change. Et effectivement, là on voit, moi les 3 premiers, il n'y avait pas trop de travail comme ça, et c'est pour ça qu'en hérédité je veux les retravailler. Et voilà, là je vois la valeur ajoutée de quelqu'un qui aime travailler le texte pour faire en sorte, en fait, elle va exploiter au mieux ce qu'on lui a donné avec des petits trucs de rien, mais qui vont faire que ça sera un produit fini, quoi. C'est un petit peu comme si on a, c'est le dernier grain, si on met un peu du polissage, qui va faire que ça va être chouette et qu'on est content du travail qui a été fait. La prépa, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Je veux dire, là, je viens de lire la préparation de mon prochain livre jeunesse, là. Et chaque fois, je suis admirative, parce que je dis, mais pourquoi j'ai pas vu ça, moi? Pourquoi elle l'a vu, et pourquoi moi, je l'ai pas vu? Mais parce qu'on connaît notre texte par cœur, parce que à force de le relire, on s'est habitué à ce qu'il y ait justement le prénom au mauvais moment, l'article, il ou elle, pas à sa place, et le fait parfois juste de l'inverser, c'est un autre rendu, quoi. C'est tout à fait autre chose. Et ce métier-là, c'est quoi? C'est pas des relecteurs? Non, ça c'est autre chose. préparateur. Moi, je connaissais pas du tout ce métier-là. Ah non, mais là, c'est c'est une formation littéraire, etc. Oui, en général, ils ont fait des études de lettres, ils sont... Ah, oui. Et puis après, c'est un don aussi, enfin, c'est un talent, quoi. Hein, Mais, ça, il y a une formation pour ça? Oui, je pensais, tu disais, on n'est pas d'accord sur Des forêts et des âmes. Au début, il y a un prologue. Et la première fois qu'elle a lu Véronique, elle a dit peut-être ça serait bien de le mettre à la fin comme épilogue. Et bon, comme moi, je n'ai pas confiance en moi, j'écoute, puis j'ai réfléchi, puis j'ai dit non, ça ne peut être au début, ça ne peut être qu'au début. Et du coup, je l'ai envoyé à 3-4 personnes pour leur demander leur avis. Et tous ont dit, bah, c'est le début. Et donc Véro a dit, bah, là, je m'incline sur... mais ça m'aurait perturbée si elle avait tenu bon, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais lâché pour le coup. Alors après, on peut, comme pour répondre à la question, si on accepte ou pas, on nous propose toujours, hein, quand même, parce que normalement, on doit avoir le dernier mot. Bon, l'auteur est quand même maître de son texte. Comment dire? Je trouve que c'est difficile d'écrire. Oui. Donc, quand j'arrive au bout, je suis déjà bien content. Voilà. Et donc, si j'arrive au bout et qu'en plus donc c'est publié, tant mieux. Après, quand le livre sort, on espère que ça va plaire, qu'il va y avoir quelques personnes qui vont le lire déjà et que ça va plaire. Mais en fait, comme c'est en général plusieurs mois, voire parfois plusieurs années après qu'on l'ait terminé, donc on est déjà dans autre chose depuis un bon moment. Donc, voilà. À part le premier bouquin quand il sort, souvent, un petit truc un peu particulier, mais sinon, on est vite blasé. Hein. Mais les personnages ne vous mentent pas? Non, moi, ils ne me mentent pas. Vous êtes déçus, hein, je sens. C'est quand on fait un enfant, bon, quand on a accouché. Je ne suis pas hanté. Il ne sait pas ce que c'est, lui. Il ne sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est ça, quoi. Vous Alors, par accouchez. contre, mes enfants me hantent un peu trop. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de manque quand vous l'avez sorti, le bouquin, quand il est fini. Moi, je suis soulagée aussi, parce que, je veux dire, écrire, des fois, c'est affreux. Ne pas écrire, c'est aussi affreux. Voilà. Mais, non, parce que les personnages, moi, je sens que je les ai respectés tels que, enfin, s'ils sont tels que je les avais imaginés,
Voilà, on est quitte. Ils peuvent me lâcher. Ils peuvent me lâcher. À une exception près, c'était Josie dans Carrière Noire, parce qu'elle avait une façon de parler assez rigolote. Et des fois, dans la vie courante, je me dis tiens, si Josie verrait ça, voilà ce qu'elle dirait, parce qu'elle avait une manière de parler assez drôle. Mais c'est tout. Et effectivement, c'est un grand soulagement. Et en même temps, je commence à réunir la documentation pour le prochain. Ouais, d'accord. Mais il faut du temps avant que je me remette à écrire. Parce que je sais qu'après, je vais y penser tout le temps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le premier chapitre, là, c'est tout le temps, c'est fini. Et je sais que je suis repartie encore dans une espèce de truc un peu autistique. Des fois, mon mari me parle et puis il me regarde et me dit « Ah ouais, toi, t'es pas là. » Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que à la question, c'est comment vous faites avec le travail, c'est-à-dire que le livre, il s'écrit d'abord dans la tête, plutôt que d'être devant l'écran, parce que les moments où moi, je suis devant l'écran, c'est pas le plus important. En gros, quand je ne suis pas obligé de faire quelque chose d'autre, j'écris du matin au soir. Enfin, j'écris. Je me mets devant l'ordi du matin au soir. Oui, c'est ça, tu mets 2 heures devant l'ordi. Voilà, ce qui n'est pas forcément l'écriture toute la journée. Donc voilà, et 365 jours par an. C'est comme une drogue. J'ai calculé l'autre jour, j'ai pas pris de vacances depuis 2008. Ouais. Eh oui, hein, vous vous plaignez là. On est retraité. Mais 365 jours par an, c'est-à-dire que vous n'écrivez... Enfin, vous pouvez passer d'un livre à l'autre. Non, ça veut dire que... Enfin oui, je passe d'un livre à l'autre, mais... non, mais à la suite. Ah oui, à la suite, oui, en vous même ne temps. pouvez pas changer comme madame qui fait du... Non, je fais une chose à la fois. Voilà, donc je commence un matin et puis j'essaye d'aller jusqu'au bout, donc tous les jours, sauf les jours, et il y en a pas mal où je dois faire autre chose. Et donc ça c'est plutôt compliqué parce qu'effectivement on est coupé à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça me demande du temps parce que c'est là, je suis parti de chez moi hier, je ne vais pas retourner chez moi pendant 10 jours. Bon, pendant 10 jours, j'ai certainement pas à écrire ou peu, et voilà, et donc quand je vais revenir, il va falloir que je revienne sur les trucs, que je me remette dedans, etc. Et ça, c'est pénible. Mais tant que vous n'achèterez pas mes bouquins plus que ça, pour moi, ça a été la rencontre en fait, enfin même pas rencontre, puisque je l'ai jamais rencontré, mais la proposition, disons, d'un directeur de collection. Donc j'ai commencé, moi j'écrivais pour les adultes, et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à écrire pour la jeunesse, peut-être que ce serait venu plus tard, mais j'en sais rien. Et donc un éditeur m'a contacté un jour, parce apparemment il aimait bien ce que j'écrivais, et il me demandait si ça ne m'intéresserait pas d'écrire un roman pour sa collection, qui était une collection plutôt jeunes adultes à l'époque. C'était le seuil jeunesse. Voilà. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu, et j'avais déjà écrit un texte avant, que je n'avais pas écrit spécialement pour les jeunes, mais qui me semblait pouvoir correspondre, disons, à ça. Voilà, donc je lui ai proposé ce texte et il l'a pris, et c'est ce qui m'a donné l'idée quelque part de me dire tiens, c'est vrai que pourquoi pas aussi essayer d'écrire pour la jeunesse. De toute façon, moi je cherche en plus à faire des choses à chaque fois un petit peu différentes, un peu explorer d'autres voies, etc. Donc ça tombait pas trop mal. Donc voilà, j'ai commencé à écrire des romans pour les ados, et puis au fur et à mesure, des trucs pour les plus petits aussi, des albums, tout ça. Oui, alors on a des albums derrière Nelly et Mado, le chat machin. Parce que pareil, c'était une autre forme d'écriture, ça m'intéressait de voir comment ça pouvait se passer.
Ouais, moi, c'est Fortuit aussi. C'est une éditrice, une maison d'édition qui a disparu d'ailleurs. Oui, quand vous dites Fortuit, c'est une commande spécialisée ou c'est vraiment... Non, c'est une rencontre. Moi, j'ai rencontré une dame, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle tenait une petite maison d'édition, le Sorbier. Et puis, donc, c'était une fan quoi, de ce que je faisais, de ce que j'écrivais. Elle avait lu, je ne sais plus quoi, il y a longtemps, très longtemps quand même. À mes débuts, elle me suivait, puis un jour elle est venue me voir dans un salon. Elle me dit, écoutez, moi j'ai lu ça et ça, moi je fais que de l'édition jeunesse, est-ce que ça vous tenterait? J'avais jamais pensé avant, parce que pour moi on parle de littérature jeunes adultes, je trouve que c'est toujours un peu hybride, parce que c'est quel âge, on est jeune adulte à quel âge? Moi j'ai des lecteurs qui viennent et qui m'achètent des livres, ils ont 15 ans, 14 ans, 15 ans. Ils disent, mais moi la littérature, c'est ou l'un ou l'autre, quoi. La littérature, ils ont du mal à se positionner dans cette catégorie jeunes adultes. Qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui les intéresse? Avant c'est différent, parce que la tranche, donc moi j'ai choisi la tranche 10-12 ans, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque j'avais une petite fille qui avait cet âge-là. Et je me suis dit, ça va être facile. Enfin, je vais me tester avec elle, quoi. Je racontais l'histoire. Ouais, bon. Et alors, ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Il fallait qu'il y ait du mouvement, il fallait qu'il y ait un petit peu de fantastique. Ils aiment bien aussi. Voilà, les super pouvoirs. Alors, je ne suis pas tombée là-dedans parce que moi, c'est pas du tout mon univers. Je ne comprends rien à ça, à tout ce qui est un peu. Mais je me suis testée comme ça. Et puis, malheureusement, la maison en question, elle s'est arrêtée, elle a fait faillite, elle a cessé son activité. Puis j'en suis restée là. Et puis, quelques temps après, c'est une autre personne, qui est Nathalie Benac, directrice de collection chez Syros, Souris Noire, qui travaille avec François Guérif. Donc, ils avaient monté cette collection ensemble. François, ensuite, on est parti. Et puis pareil, elle me dit, j'ai lu, est-ce que ça vous dirait de faire quelque chose pour la jeunesse? Donc j'ai repris mon premier projet, que j'ai arrangé, amélioré, puis bêtement, j'ai créé une série, quoi. Alors que je m'étais toujours dit que je ne le ferais pas, une fois de plus. Et c'est une mini-série, parce qu'on est au 3e, là. Donc bon, ça avance doucement, les ados grandissent. Et puis, mais je suis restée sur la tranche 10-12. Parce que là, l'intérêt aussi de la littérature jeunesse, et Marcus le sait, parce qu'il le fait beaucoup, c'est qu'on va dans les écoles. On est sollicité par les établissements scolaires, par les collèges ou les écoles primaires. Et là, il y a quand même un sacré contact. Là, c'est assez extraordinaire. Et pour avoir fait à peu près toutes les tranches d'âge, parce que j'ai fait d'autres choses dans une autre vie avec des inspections académiques qui nous sollicitent aussi de temps en temps pour faire des films ou des trucs comme ça, ou de l'écriture de scénar avec les enfants. Là, je sais à peu près sur quelles tranches. Il y a une magie qui passe très vite, et cette magie, on l'a avec les 10-12 pour moi. Hein. Parce que là, ils ont pas de retenue, ils ont une imagination extraordinaire. Ils vous embarquent sur des terrains absolument... et après, à partir de 13 ans, ça passe. Voilà, là, ils deviennent cons, ados. Ils sont formatés en 4e. On ne peut pas leur faire tirer un mot, ils disent rien. Alors, qu'est-ce que vous lisez? Ils se regardent, ils ont leur portable. D'abord, c'est l'écriture qui a influencé le choix du métier. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas... parce que moi, le polar, je suis tombée dedans toute petite, avec une offre quand même très limitée, puisque qu'est-ce qu'on lisait, et justement on en parlait hier soir avec Agnès, elle m'a fait veiller très très tard, et on parlait justement de ce qu'on nous proposait à lire, Alice détective, et quand on relit aujourd'hui ces trucs, moi j'étais épatée, époustouflée, mais quand on relit ça aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est... Flaubert. Ah bah non, c'est vraiment très très loin, quoi. Mais on n'avait pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. C'est pour ça d'ailleurs, comme moi je lisais beaucoup d'autres choses, mais quand même j'ai eu une attirance pour le polar, pour ces romans d'énigmes, d'enquête, voilà, ça me transportait dans un monde, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, quoi.
Et donc en grandissant, je suis passée à autre chose, bien sûr, j'ai découvert les autres auteurs, bien évidemment. Et puis quand l'opportunité est arrivée donc, l'entrée des femmes dans la police, en quelque sorte, parce qu'elles avaient fait des petites apparitions comme ça, un peu timidotes, puis 68 a vraiment ouvert, a ouvert aux femmes la possibilité de passer les concours d'officier de police. Et c'était le premier grade d'ailleurs dans lequel il y a eu des femmes, hein, puisque le commissaire c'est venu bien après, et le gardien de la paix encore plus longtemps après. Hein. Gardien de la paix dans les années 80, 83 ou 84. Commissaire, moi j'ai passé un des premiers concours de commissaire en 76. Donc bon, premier concours qui est offert aux femmes c'est 68. Après 68, officier de police adjoint. Et c'était pas pour faire la BRI ou les machins, c'était pour aller en brigade de mineurs parce qu'il fallait du monde, et notamment des femmes, pour aller dans ces unités où les hommes n'étaient pas très à l'aise, ils n'aimaient pas trop ça. On peut les comprendre d'ailleurs parce que les cas sont quand même très particuliers. Et donc voilà, bon, là je me suis dit, ben, c'est un truc pour moi, ça, c'est le roman policier. Donc j'avais passé mon bac pas longtemps avant, je faisais une formation d'éducatrice spécialisée, je m'étais déjà orientée un peu vers les cas un peu compliqués des jeunes, notamment, enfin, l'éducation des prédélinquants, les jeunes délinquants, etc. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un truc pour moi. Bon, je côtoyais des policiers dans le cadre de mon activité d'éducatrice, les brigades des mineurs, donc c'est venu comme ça. Après, bon, évidemment, quand j'ai commencé à penser à l'écriture, très longtemps après, puisque la question de madame tout à l'heure n'était pas si innocente quand même, dans le sens où quand on a un métier prenant comme celui-là, parce que je peux vous dire que quand on se met en tête de passer des concours, pour aller un petit peu plus loin encore dans le défi qu'on s'est lancé, c'est-à-dire, quoi? Pas de femmes dans la police? Mais pourquoi? Pourquoi il n'y en aurait pas? Hein, parce que les premières fois que je mets les pieds dans un commissariat, mon premier service, il y avait quand même les affiches, la police, un métier d'homme. Bon, donc il fallait quand même montrer que engagez-vous, la police c'est un métier d'homme avec un. Hein. Oui. Aujourd'hui les affiches de recrutement, il y a un petit peu tout est des femmes aussi bien sûr qui apparaissent dans le paysage, mais à ce moment-là, c'était quand même encore très restreint. Et donc, moi, je voulais surtout, j'étais un peu militante, quand même. Pas le féminisme comme on a pu le connaître, mais quand même un peu. Il n'y avait aucune raison pour qu'on ne nous ouvre pas les portes d'un métier ou d'un autre. Après, on le choisit de le faire ou pas. On se sent des affinités pour ça ou pas. Hein, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de femme CRS, il n'y a pas eu de femme au RAID, il n'y a pas eu de femme à la BRI. Parce qu'il faut scoltiner des charges de 25 kg sur le dos, parce que c'était de l'intervention pure et simple, puis aller faire le coup de poing dans les manifs avec des lance-grenades lacrymogènes, bon, franchement ça n'attirait pas forcément les femmes. Moi je cherchais une activité dans la police, mais une activité où j'allais faire marcher ma tête plutôt, hein, donc des enquêtes policières, des enquêtes criminelles, essentiellement. Voilà, et donc bien sûr le temps de faire tout ça, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, même si les papas ou les maris contribuent, heureusement, mais pas toujours, hein, ça fait quand même beaucoup de temps. Un commissaire de police, c'est un patron de police, donc il commande des grosses unités. Juste avant que je me mette à écrire, je commandais 500 ou 600 bonshommes. Avec des situations diverses et variées sur lesquelles quand même on a besoin d'être là et d'intervenir. Donc oui, le temps manque et surtout moi j'étais comme Elena à l'époque, j'avais très envie mais j'avais pas du tout confiance en moi. Je me disais est-ce que je vais savoir faire, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que mes histoires vont intéresser quelqu'un, voilà, comment je vais faire quoi. Donc je faisais pas. Et puis j'ai commencé par la télévision, parce que c'est un producteur de télévision qui est venu à moi dans un premier temps, et qui m'a dit, mais votre vie était incroyable, on avait eu des émissions, quand j'étais nommée divisionnaire, donc la première
fois dans l'histoire de la police en France, où il y avait une femme qui accédait à ce grade. Donc évidemment, ça a fait un peu le buzz, quoi. Et il me dit, mais je vous ai entendu, vous avez une vie extraordinaire, il faut absolument faire une série avec ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis moi, c'était pas, encore une fois, mais ça m'a frustrée, parce que ce que je voulais, c'était écrire des livres. C'était le papier, mon terreau, enfin le bouquin. Et sauf que il faut se lancer, quoi. Hein, et puis il faut avoir le temps. Vous avez raison, tout à fait raison, madame. Pas beaucoup dormir. Pas beaucoup dormir. Alors, j'ai fait mon premier roman à une époque où j'ai changé d'activité. Donc voilà. Et puis aussi parce que je crois que je me suis autorisée à le faire. Plus qu'une question de temps, plus qu'une question de... j'ai fait un peu de syndicalisme. Ensuite, je suis passée... j'ai travaillé au profit d'entreprises, de grandes entreprises, en étant détachée du ministère de l'Intérieur. Hein, je ne me suis pas mise en disponibilité, je ne suis pas allée pantoufler, j'étais détachée auprès d'Air France, auprès de France Télécom, et pour finir auprès de la Poste. Hein. Voilà. Mes dernières années de carrière, c'était ça. Et le moment où je me suis autorisée à le faire, c'est pendant mon mandat syndical. Non pas que je n'étais pas occupée, mais d'un coup, je me disais, je n'avais pas mauvaise conscience. J'avais moins mauvaise conscience qu'en étant dans un service où j'avais beaucoup de gens à... Et je pense qu'on n'aurait pas compris, dans mon environnement professionnel, on n'aurait pas compris que je me mette à publier des bouquins alors que j'étais censée avoir un travail qui me prenait quasiment 24 heures sur 24. Quoi.